Donc, c'est bon? C'est partagé? Oui, madame. C'est bon. Donc, on va continuer, toujours dans le cadre du cours de nutrition bactérienne. Donc, la dernière fois, on s'est arrêté dans la partie relative aux besoins énergétiques et au type trophique. Donc, s'il vous plaît, faites attention à une chose, c'est que tout ce qu'on a vu au début, c'était une base pour comprendre ce qui va venir. D'accord? Donc, pour pouvoir déterminer le type trophique, il faut faire attention à pas mal de notions qu'on va discuter pendant cette séance. Donc, on va voir d'abord les besoins énergétiques. Alors, la bactérie, bien sûr, elle a un besoin d'énergie. Comment ça se passe, ou bien quels sont les rôles de cette énergie, ou bien dans quel domaine va être utilisée. Donc, vous voyez, par exemple, les nutriments vont être utilisés, bien sûr, et dégradés, ils vont libérer l'ATP. On va voir ça plus en détail dans chaque type trophique par la suite. Donc, une fois on a l'ATP, qui est la forme d'énergie utilisée par la cellule, hein, cet ATP peut être utilisé, comme on l'a vu dans les séances précédentes, pour les mouvements moléculaires, c'est-à-dire dans le transport des nutriments. Vous vous rappelez qu'on a vu, il y avait le transport passif et le transport actif, plusieurs actifs et la translocation de groupe. Tous ces moyens de transport, les deux derniers, ont besoin d'énergie sous forme d'ATP ou bien de force protomotrice. Alors, donc cet ATP peut être utilisé, vous me suivez? Oui, madame. Oui, D'accord. madame. Donc, ça, c'était pour le transport des nutriments et les mouvements de part et d'autre de la membrane cytoplasmique. Ou bien cet ATP peut être utilisé dans le cas de la production de métabolites, c'est-à-dire l'anabolisme, synthétiser de nouvelles molécules dont la bactérie a besoin, ou bien pour la division cellulaire, la production de biomasse, c'est-à-dire pour augmenter le nombre de cellules bactériennes. Donc, pour bien sûr faire de nouvelles cellules, il faut absolument synthétiser des molécules, que ce soit celles de la paroi, la membrane cytoplasmique, les enzymes, ainsi de suite. Donc, tout ça a besoin d'énergie, bien sûr, sous forme d'ATP. Et finalement, peut également être utilisé pour le mouvement cellulaire, pour les cellules qui sont mobiles ou bien les bactéries qui sont mobiles. Alors, pour se déplacer, pour faire, c'est-à-dire pour faire bouger ce flagelle, ou bien ces flagelles, ça dépend de la structure ou le nombre de flagelles pour la cellule, il faut absolument déposer de l'énergie. Donc, vous voyez que tout ce qui vient ici, tout ça, bah, la bactérie, elle fait toutes ses activités. Elle a besoin de faire entrer des éléments nutritifs, elle a besoin de synthétiser des métabolites, elle a besoin de se multiplier, elle a besoin de se mouvoir. Alors, tous ces processus ont besoin d'énergie. Donc, sans énergie, hein, la cellule ne peut pas fonctionner. Donc, alors, là, quelles sont les sources d'énergie sur Terre? Les sources d'énergie, comme vous venez de voir, ou bien on a l'énergie chimique qui vient des nutriments. Quand on dit les nutriments, c'est-à-dire les éléments nutritifs. Par exemple, si on prend par exemple le carbone, pardon, le sucre, par exemple le glucose, eh ben, c'est C6H12O6, pardon, C6H12O6. Alors là, c'est lié des liaisons entre les éléments, d'accord, entre ces atomes. Et bien, la formation de ces liaisons et la nécessité de l'énergie, lorsqu'on va dégrader cette molécule, il y a de l'énergie qui va être libérée. Et c'est cette énergie qui va être transformée en ATP. C'est pour ça qu'on dit que les nutriments, c'est une source d'énergie. Donc, on a cette modalité, c'est-à-dire à partir de nutriments, la cellule, il y a certaines bactéries qui peuvent tirer leur énergie à partir de la dégradation des nutriments, comme il y a d'autres qui peuvent utiliser comme source d'énergie les photons. Les photons, c'est-à-dire l'énergie lumineuse, comme la même chose que fait quel type d'être vivant? Les végétaux. Tout simplement, bien les algues. Alors, dans les deux cas, que ce soit l'énergie sous forme chimique ou bien lumineuse, la cellule commence par
capturer cette énergie et la transformer en une énergie chimique qui est l'ATP. Parce qu'il faut vraiment comprendre une chose, c'est que la cellule ne peut pas utiliser les photons directement comme énergie, ne peut pas utiliser cette énergie libérée par la dégradation comme ça, directement. Non, il ne peut utiliser cette énergie que sous forme d'ATP. C'est la monnaie énergétique. C'est la même chose. Nous, lorsqu'on va, c'est-à-dire échanger de la monnaie, échanger de l'argent, l'argent, il a une valeur. Il a une valeur. C'est de l'or. D'accord? Mais nous, on ne va pas échanger de l'or directement. Mais la valeur de notre monnaie, elle dépend de la quantité d'or dont dispose le pays. D'accord? Donc, on ne va pas échanger l'or, mais la monnaie, c'est l'argent qu'on connaît, qui a une valeur. Et c'est la même chose. C'est-à-dire, la cellule, il y a de l'énergie dans les liaisons, comme les photons, c'est-à-dire dans l'énergie lumineuse. Mais la cellule ne peut pas l'utiliser telle qu'elle. Il faut qu'elle soit transformée en une monnaie énergétique qui est l'ATP. Donc, c'est cette monnaie-là, ou bien cette forme-là qui est utilisée par la cellule pour faire. D'ailleurs, l'image, ou bien ce que je vous ai montré, c'est en se basant sur l'ATP. D'accord? Donc, je récapitule. Pour les sources d'énergie, ou bien on a d'abord ou bien les nutriments, les liaisons chez les énergies chimiques, ou bien les photons, relatifs de l'énergie lumineuse, après capture et transformation en une énergie chimique ATP, qui est la monnaie énergétique qui est utilisée par la cellule. Donc là, c'est pour les sources d'énergie. C'est bon jusqu'à maintenant? Vous suivez? Pas de problème? Vous êtes toujours là? Oui, madame. Oui, madame. Oui, madame. OK. Donc là, faites attention, s'il vous plaît. Selon la source d'énergie, on vient de le préciser, puisqu'il y a deux. Selon la source d'énergie, donc la première source, c'est la lumière. Donc les organismes, ou les micro-organismes qui utilisent, dans le cas les bactéries, qui utilisent la lumière comme source d'énergie, sont appelés des... Comment on peut les appeler? Des phototrophes. Des phototrophes, tout à fait. Exactement. Et ceux qui utilisent l'énergie chimique, c'est-à-dire qui se basent sur l'oxydation des composés chimiques, c'est la réaction d'oxydation, on va les appeler des chimiotrophes. Tout à fait, tout simplement. Jusqu'à maintenant. Donc, par rapport les bactéries phototrophes, ce sont les bactéries qui utilisent la lumière comme source d'énergie, et les chimiotrophes, ceux qui utilisent les réactions d'oxydation, bien l'oxydation des composés chimiques comme source d'énergie. Alors, maintenant, on a défini un petit peu les besoins énergétiques, pourquoi la cellule a besoin de cette énergie, quelles sont les sources d'énergie. Maintenant, on va passer à l'objectif qu'on s'est fixé, même dans les objectifs du cours, c'est-à-dire déterminer les types trophiques. C'est quoi un type trophique? Parce que si vous revenez vers les objectifs du cours, un des objectifs, je vous ai dit que l'étudiant, c'est-à-dire vous devez être capable de déterminer le type trophique à partir, bien sûr, d'informations qu'on va vous donner. Et c'est ce qu'on va voir. C'est-à-dire, au bout de ce cours, vous devez être capable de, je vous donne des caractéristiques d'une bactérie, voilà ce qu'il utilise, voilà comment il transforme son énergie, tout ça, et vous devez dégager le type trophique. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Si vous n'avez pas compris quoi que ce soit, vous m'arrêtez. Alors, la définition d'abord, c'est quoi type trophique? Et trophique, il vient du verbe grec de trophus. Ça, c'est des petites précisions pour mieux comprendre la terminologie. C'est l'action de nourrir. Donc, ça veut dire quoi le type trophique? Il spécifie la manière dont un organisme vivant constitue sa propre matière organique. C'est-à-dire, le type trophique, il désigne la manière dont un organisme vivant, bien un être vivant, constitue sa propre matière organique. C'est-à-dire comment il synthétise sa matière organique, ses éléments nutritifs, de synthèse et tout ça. Donc, comment il fait pour ça? Donc, selon les cas, on distingue plusieurs types trophiques. Alors, ça, c'est pour la définition. Maintenant, parce que si vous voyez que la dernière, c'est spécifie la manière dont un organisme vivant constitue sa propre matière organique. Donc, pour synthétiser cette matière organique, un être vivant a des besoins.
Parce que là, on veut comprendre. Je reviens au dernier slide. On veut déterminer le type trophique. Déterminer le type trophique revient à déterminer quoi? La manière dont la bactérie, dans notre cas, constitue sa propre matière organique. Donc, pour synthétiser la matière organique, en général, un être vivant a besoin de quoi? Une source d'énergie. Très bien, une source d'énergie. Quoi encore? C'est tout. Avec l'énergie, il peut synthétiser sa matière organique. Il n'y a que l'énergie dont il a besoin. Source de carbone. Exactement, la source de carbone. Parce que lorsqu'on dit matière organique, généralement, on a dit que les molécules organiques sont caractérisées par un squelette carboné. C'est-à-dire, c'est des molécules de carbone. Donc, il y a un besoin en carbone. Donc, source de carbone, source source d'énergie. Quoi encore? Les éléments nutritifs. Oui, mais Source ce n'est pas ça qui est spécifique. Parce que là, on n'oublie pas, on veut déterminer les types trophiques, on veut classer. Oui? Je ne peux pas voir le chat. Source d'électrons ou bien le pouvoir réducteur. Exactement. Donc, ces trois choses, vous venez de les dire, très bien. Donc, pour synthétiser la matière organique, un être vivant en général, nous, les bactéries, les algues, les végétaux, tout être vivant a besoin de ces trois sources. Une source d'énergie, source de carbone, source d'électrons ou bien pouvoir réducteur. C'est la même chose. Source d'électrons ou bien donneur d'électrons ou bien pouvoir réducteur, ça veut dire la même chose. Donc, trois sources, source d'énergie, de carbone et source d'électrons. Alors, ces principales sources, c'est elles qui vont déterminer le type trophique. C'est-à-dire, si vous arrivez à déterminer pour une bactérie sa source d'énergie, la nature de sa source d'énergie, la nature de la source de carbone, la source d'électrons, vous pouvez définir son type trophique. Est-ce qu'il s'agit de tel type ou tel type? On va voir quels sont les types qui existent. Mais ce qu'il faut retenir, c'est pour déterminer un type trophique, absolument, il faut mettre ces trois points. Si on vous donne un exercice ou un problème ou quelque chose, déterminer le type trophique, sachant que la bactérie utilise. Qu'est-ce que vous devez dégager de tout ça? Ou bien un schéma qui montre l'entrée, la sortie, qu'est-ce qu'il utilise? Il faut dégager, quelle que soit la méthode, ou bien l'exercice, ou bien le problème, il faut dégager ces trois choses. Quand on vous dit type trophique, automatiquement pensez, quelle est la source d'énergie? Quelle est la source de carbone? Quelle est la source d'électrons? D'accord? C'est pour ça que là, j'ai mis sur la base de la nature de ces trois éléments, c'est-à-dire la source d'énergie, source de carbone, on définit les types trophiques. D'accord? Donc là, il ne faut pas oublier ces trois choses. Chaque cas, on détermine les sources d'énergie, quel type d'énergie. Déjà, maintenant, lorsqu'on je dis la source d'énergie, donc, ou bien c'est une source qui est, c'est quoi? Madame, source énergie qui va transformer en Phototrophe. Oui, mais la source, on vient de le dire, les sources d'énergie qui existent. Nutritifs. Lumière. la lumière. Totalement. La lumière. C'est bon. Et pour lorsque c'est lumière, on dit phototrophe, c'est un type de trophique, on va voir. Et lorsque c'est chimique, on dit chimiotrophe. Donc, on passe. Donc, selon ces trois sources, je viens de près, source d'énergie, source d'électrons, source de carbone. Donc, on a dit que pour déterminer le type trophique, on doit déterminer la nature de ces sources. C'est ce qu'on va faire. Donc, la source d'énergie, comme vous venez de dire, il s'agit ou bien d'une énergie lumineuse ou bien d'une énergie chimique. D'accord? La source de carbone, je vais sauter. La source de carbone. Quelles sont les sources de carbone? Organique ou anorganique? Organique ou inorganique? Exactement. Et source d'électrons? Ça sera la même chose. Exactement. Organique et inorganique. Exactement, c'est ce qui. Donc, c'est ça. Donc, la source d'énergie, donc vous suivez s'il vous plaît. Donc, la source d'énergie, ou bien c'est une source qui est lumineuse, ou bien c'est une source qui est chimique. La source d'électrons, ou bien c'est de la matière organique qui est utilisée par la bactérie comme source d'électrons, ou bien de pouvoir réducteur, ou bien donneur d'électrons, c'est la même chose, ou bien c'est une source inorganique. Pour le carbone,
ou bien elle est organique, c'est la matière organique que vous connaissez, glucides, lipides et tout ce que vous voulez. Et la source inorganique, c'est le CO2. Hein? La source de carbone inorganique, c'est le CO2. D'accord? Donc, il n'y a pas à avoir d'ambiguïté. Parce que si vous comprenez ça, vous les associez et vous pouvez déterminer le type trophique facilement. Donc, je récapitule. Pour déterminer le type trophique, il faut absolument déterminer pour la bactérie en question la nature de sa source d'énergie, la nature de sa source d'électrons, la nature de sa source de carbone. Si vous faites ça, vous pouvez déterminer facilement. Il ne faut pas se tromper là-dessus. Alors, pour la source d'énergie, il n'y a pas de souci. Vous allez voir, est-ce que c'est la lumière? Elle va utiliser la lumière ou bien elle va utiliser un élément chimique, tout simplement. Pour la source d'électrons, est-ce que cette matière qu'il va utiliser, elle est organique ou inorganique? Pour la source de carbone, est-ce qu'il utilise la matière organique ou bien le CO2 qui est inorganique? Alors, pour chaque cas, on a une appellation, tout simplement. Vous voyez, lorsque la source d'énergie est lumineuse, on parle d'organisme phototrophe. Lorsqu'il est chimique, on parle de chimiotrophe. Lorsque la source d'électrons est inorganique, comme l'appellation, il y a quelqu'un qui connaît comment on appelle les bactéries qui utilisent la matière inorganique. Oui? Lithotrophe. Lithotrophe. Litho. Hein? Lithotrophe. Vous voyez, j'ai mis ça en couleur pour voir le préfixe qu'on utilise relativement à la matière. Donc, lithotrophe. Si c'est organique, c'est organotrophe. Pour la source de carbone, on l'a déjà vu lorsqu'on a parlé des exigences des éléments, l'exigence des micro-organismes et des bactéries vis-à-vis du carbone. On a dit qu'il peut être utilisé sous forme organique et on parle d'organismes qui sont organiques. Hétérotrophe. Hétérotrophes pour les organiques et inorganiques autotrophes. Donc, effectivement, ceux qui utilisent le CO2 sont des autotrophes parce qu'ils vont utiliser le CO2, ils vont utiliser leur propre matière organique à partir de CO2. Et sinon, si la source de carbone elle est organique, on parle d'hétérotrophes, tout simplement. Donc, si vous saisissez ça, vous n'aurez pas de problème pour déterminer le type trophique. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on demande pour l'évaluation. Généralement, entre autres, bien sûr, parmi les exercices qu'on donne, il y a la détermination du type trophique. Et donc, c'est facile. Il faut juste déterminer ces trois sources et apprendre, bien sûr, les appellations. Et là, vous pouvez déterminer le type trophique relatif à la bactérie en question. Alors, déjà, une petite question. Les bactéries d'intérêt médical ou bien alimentaire, c'est-à-dire les bactéries pathogènes pour l'homme ou bien ceux qui sont importants dans l'industrie agroalimentaire, par exemple les bactéries lactiques, l'industrie laitière, sont des bactéries, vous pouvez me donner l'appellation par rapport à la source d'énergie, ce sont des bactéries qui sont chimiotrophes. Chimiotrophes. Et par rapport à la source d'électrons? Organique. Organique. Organotrophe. Et par rapport à la source de carbone? Organiques, elles sont hétérotrophes. Hétérotrophes. Donc, ce sont des bactéries qui sont chimio-organo-hétérotrophes. Tout simplement. Et c'est vrai, parce que, par exemple, on prend les bactéries, par exemple, l'industrie laitière, ils vont se développer généralement sur le lait. Le lait, qui est riche en sucre, ils vont dégrader les sucres, ou bien les protéines, d'accord? Surtout les sucres. Donc, c'est de la matière organique qui joue le rôle de source d'énergie, parce que là, c'est les chimio-organotrophes. Ces sources sont, c'est-à-dire une source commune, c'est-à-dire il va jouer le rôle, cette matière organique, de source d'énergie, de source d'électrons et de source de carbone. D'accord? Donc, effectivement, ce sont des chimio-organotrophes, généralement hétérotrophes, d'accord, qui peuvent être prototrophes ou oxotrophes. C'est quoi prototrophe ou oxotrophe? Ça, on le connaît maintenant et ça, on l'a déjà vu. C'est quoi? C'est quoi oxotrophe? On l'a vu, on l'a vu. Les séances précédentes.
Madame, ça dépend la facteur de croissance. Exactement. C'est-à-dire que la croissance dépend d'un facteur de croissance qui peut être vitamine, acide aminé. Les prototrophes, sont ces bactéries qui n'ont pas besoin de facteur de croissance. D'accord? Parce que là, ils vont pas ça. Il faut, ça, on l'a déjà vu. Donc, ça, c'est juste un exemple. Les bactéries d'intérêt médical et alimentaire sont principalement des bactéries chimio-organotrophes, généralement hétérotrophes, pouvant être prototrophes ou auxotrophes selon le cas. Donc, c'est bon. Vous avez compris comment on détermine le type trophique? J'attends un feedback. Oui, madame. Oui, madame. D'accord. Oui, madame, D'accord. c'est clair. Très bon. Donc, on passe. Là, on va faire juste une petite récap. Vous voyez, là, on a la source d'énergie. Là, on a toujours source de pouvoir. C'est la même chose. Et on l'a fait autrement pour que vous puissiez mieux saisir ce concept. Donc, on a la source d'énergie, la source du pouvoir réducteur muon donneur d'électrons et la source de carbone. Ou bien c'est une source lumineuse ou bien chimique, avec les préfixes qu'il faut donner pour le terme photo ou bien chimio. Donc, dans le cas de la lumière, on a deux cas. Selon le cas, la source d'électrons peut être organique ou bien inorganique et on utilise les préfixes organo ou bien litho. La source de carbone, dans chaque cas, peut être organique ou bien minérale, qui est le CO2. Donc, on va nommer chaque type trophique. Donc, une bactérie qui utilise la lumière comme source d'énergie et un composé organique comme donneur d'électrons et qui demande une source organique de carbone est appelée comment? Une photo-organo-hétérotrophe. Tout à fait, tout simplement. Et bien, c'est la même chose. Là, c'est une photo-organo, celle qui utilise la source de carbone, photo-organo-autotrophe. Ceux qui utilisent toujours la lumière, mais la source d'électrons, elle est inorganique, eh ben, on va parler de photolitho. Le carbone, c'est à part. Photolitho hétérotrophe ou bien photolitho autotrophe, tout simplement. Donc, vous voyez, le fait qu'à rassembler les préfixes de chaque type et on peut déterminer le type trophique. Pour l'énergie chimique, là encore, on a toujours la même chose, la même classification, ou bien c'est le pouvoir réducteur provient d'une source organique ou inorganique, et la source de carbone dans chaque cas, selon la source de carbone de chaque cas, on peut nommer des chimio-organo-hétérotrophes, des chimio-organo-autotrophes, des chimio-litho-hétérotrophes, ou bien des chimio-litho-autotrophes. Vous voyez, là, on a donné tous les cas possibles. D'accord? Mais bien sûr, il y a certains types trophiques qui sont moindres, qui sont moins prépondérants, ou bien, par exemple, les chimio-organo, généralement, on trouve des chimio-organo-hétérotrophes, comme les bactéries. D'accord? Sont plus représentés. Ou bien les photo-litho-autotrophes. Là, ils sont les photolitho-hétérotrophes moindres, les plus connus, mais n'empêche, on a parlé que les bactéries ont une grande diversité métabolique et ont plusieurs systèmes qui sont utilisés pour coloniser tout type de milieu. Donc, c'est pour ça qu'on trouve tous ces types, on peut les retrouver. C'est bon pour le type trophique jusqu'à maintenant? Oui, madame, c'est bon. C'est bon, voilà. On passe. Maintenant, c'est juste un schéma qui récapitule ce qu'on a dit. C'est la production d'énergie selon le type trophique. D'accord? Donc, on a ou bien l'énergie chimique, l'énergie lumineuse. On a dit il y a une capture-transformation. Celle-là, c'est l'œuvre des chimiotrophes. Et cette partie-là, c'est l'œuvre des phototrophes. Donc, on va commencer par voir les phototrophes, c'est-à-dire les bactéries qui utilisent la lumière comme source d'énergie. D'accord? Donc, ce sont des bactéries qui font quoi? Quel est le système qu'ils utilisent? Photosynthétique. La photosynthèse, effectivement. Donc, on va commencer par les bactéries photosynthétiques ou bien phototrophes. Alors, les bactéries photosynthétiques, il faut savoir que
c'est vrai qu'on a dit qu'on a deux types d'énergie, c'est-à-dire les nutriments et l'énergie solaire, mais il faut faire attention, c'est que normalement, même les nutriments, leur formation, elle dépend de l'énergie solaire. C'est-à-dire, c'est l'origine de la vie, la cause de la vie, c'est la présence du soleil, de cette lumière. Sauf que pour les bactéries, il y a certaines qui utilisent les nutriments, c'est-à-dire ils ne peuvent pas utiliser la lumière directement, ils sont incapables de faire la photosynthèse. Donc, comme nous, ils vont utiliser les éléments nutritifs, d'accord, les nutriments. Hein. Alors que d'autres peuvent, comme les plantes, utiliser l'énergie lumineuse. Mais à l'origine, tout vient de l'énergie lumineuse. D'accord? Donc, toute la vie sur la surface terrestre, il dépend directement ou indirectement des photons solaires. C'est ce que je viens de dire. Directement, c'est pour les organismes qui utilisent les photons pour faire la photosynthèse et pour l'énergie lumineuse pour synthétiser la matière organique. Ce sont les phototrophes. D'autres, ils l'utilisent, mais indirectement. C'est-à-dire, ces photosynthétiques, ils vont synthétiser la matière organique. On prend l'exemple le plus connu des plantes. Et sont les producteurs primaires, donc ils vont synthétiser de la matière organique et cette matière organique va être utilisée par d'autres organismes, nous, d'autres bactéries, d'autres animaux, et ainsi de suite. Donc, que ce soit de façon directe ou indirecte, la vie sur Terre, il dépend des photons solaires, d'accord? Donc, également, ces bactéries photosynthétiques, ils ont une très grande importance dans l'évolution de la vie sur Terre. Vous vous rappelez la première séance de l'introduction, je vous ai dit que les premières formes de vie étaient des bactéries, d'accord? Donc, c'est grâce à ces systèmes ou bien ces bactéries photosynthétiques qu'il y a eu cette capacité, avant les plantes, il n'y avait pas de plantes. Donc, c'est ces bactéries photosynthétiques qui ont développé cette capacité de transformer l'énergie lumineuse en une énergie chimique qui peut être utilisée et stockée. Donc, vous voyez, il faut vraiment sentir l'importance de ça. C'est-à-dire, sans ça, vous imaginez s'il n'y avait pas ce système, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de photosynthèse. Comment on peut synthétiser notre matière organique? Comment on peut avoir les aliments dont on dépend dans notre vie, que ce soit notre espèce ou bien d'autres espèces? Donc, sans l'apparition de ce système de production, bien d'absorption d'énergie lumineuse et de sa transformation et sans stockage sous forme chimique, sous forme d'ATP qui est utilisé par les cellules, et bien sans ce système, la vie ne pouvait pas apparaître de la façon dont on connaît. Donc, là, pour montrer encore une fois l'importance d'un genre bactérien qui sont les bactéries photosynthétiques et qui continuent à jouer ce rôle, surtout au niveau des océans. On va parler des cyanobactéries, les grands sont des producteurs primaires. C'est vrai sur Terre, c'est-à-dire le milieu terrestre, ce sont les plantes qui sont producteurs primaires. Mais dans les océans, surtout ces bactéries photosynthétiques et les algues microscopiques. D'accord? C'est un grand réservoir de carbone et qui contribue énormément à la chaîne alimentaire au niveau de ces écosystèmes. Alors, bien sûr, cette absorption de la lumière et sa transformation en énergie chimique ne pouvait pas avoir lieu sans ces molécules qui sont photosensibles. C'est-à-dire, c'est des molécules qui sont sensibles à la lumière. Nous, on n'a pas ces molécules, c'est pour ça qu'on ne peut pas utiliser cette forme d'énergie ou bien l'exploiter. Donc là, ces bactéries ont ces molécules qui sont photosensibles dont on va parler. Donc là, c'est pour montrer l'importance de ce système de transformation de l'énergie et de ces bactéries. Alors, avant de commencer à voir comment ça se passe, quels sont les types de ces bactéries, où ils se trouvent, leurs caractéristiques, il est intéressant de voir les différentes voies possibles d'un électron après excitation. Parce que là, on dit un photon, il va exciter une molécule qui est photosensible. Donc, qu'est-ce qui se passe généralement? Généralement, là, vous avez l'image. Là, c'est une molécule de pigment, parce qu'il réagit aux photons. Ils sont photosensibles. D'accord? Donc, le photon, qui vient de la lumière, lorsqu'il va attaquer, par exemple, on a cet électron, il va être excité, il va passer dans un orbite qui est supérieur suite à cette excitation. D'accord, il va remonter. Ça, c'est la chimie
l'atomistique, je m'appelle s'il garde le même nom, d'accord? Donc là, on a une excitation de cet électron, il va passer dans l'autre spin ou bien dans l'autre orbite. Mais il ne va pas rester comme ça, parce il a pris cette énergie qui lui a permis de faire ce saut, d'accord? Mais après, il va revenir à son état initial. Et selon le mode de dissipation, entre guillemets, de cette énergie, il y a plusieurs types. Ou bien, regardez, là, il se trouvait dans cette orbite, il va revenir à sa forme initiale, dans ce cas, et l'énergie va être dissipée sous forme de chaleur. C'est une dissipation thermique. C'est les cas qui se trouvent. Ou bien, pour revenir à son état, il va donner de la chaleur, et on va sentir que c'est de la chaleur. Ou bien, cette énergie va être transformée en lumière, c'est la fluorescence. Il donne des photons de fluorescence qu'on voit, donc c'est de la lumière. Ou bien, tout simplement, il va transférer cette énergie à notre molécule voisine, qui va, dans son électron, va bien sûr avoir de l'énergie pour passer dans notre orbite, d'accord? Ça, c'est en général. Mais le cas qui nous intéresse, nous, et qui est à l'origine de la photosynthèse, c'est ce cas-là, d'accord? C'est quoi? C'est que cet électron va passer vers un composé oxydé, un autre composé carrément. Donc, cet électron va passer vers ce composé oxydé et va devenir, il va le réduire. D'accord? Donc, on a de la transformation chimique, c'est-à-dire on avait un composé oxydé qui va accepter cet électron carrément, et il va devenir un composé réduit. Et l'élément d'origine, il n'y a plus d'électrons. Donc, pour refaire la même chose, il doit avoir un autre électron, une autre source d'électrons, qui va être excité encore avec le photon, passer dans et le donner à un autre composé, et ainsi de suite. C'est là la voie par laquelle l'énergie lumineuse est convertie en énergie chimique. Donc, c'est là le principe de la photosynthèse. Bien sûr, ça, c'est juste de façon abrégée, d'accord? Mais ce schéma, l'objectif de ce schéma, c'est juste pour vous montrer là les manières dont un électron excité peut revenir à sa forme initiale bien de la flamme molécule et la manière dont va être dissipée cette énergie et pouvoir différencier le cas de la photosynthèse des autres. Donc, ce qui nous intéresse, nous, c'est ça. Ça, c'est juste pour comprendre les différentes manières. Mais ce qu'il faut retenir, ce qui se passe dans la photosynthèse, c'est cette façon de faire, c'est-à-dire le transfert de cet électron qui est excité, il va avoir de l'énergie pour sauter dans un autre orbite, pour être capturé, entre guillemets, par un autre composé qui va se transformer, bien sûr, en acceptant l'électron. C'est la réaction d'oxydoréduction. C'est là. Ce que vous voyez en biochimie, c'est les réactions d'oxydoréduction, ce qui se passe ici, d'accord? Et on va avoir un transfert d'électrons. Et là, faites attention, regardez, la molécule d'origine, elle n'a plus d'électrons parce qu'il l'a cédé. Donc, s'il veut, c'est-à-dire la molécule de pigment, elle est devenue sans électrons. Donc, s'il veut refaire le processus, parce que c'est en continu, cette synthèse qui va être faite, elle est en continu. Donc, il faut absolument lui donner encore des électrons. C'est pour ça qu'on parle de source d'électrons. On a besoin d'un pouvoir de source d'électrons. D'accord? Donc là, c'est juste pour voir ça avant de passer pour distinguer les différents types. Donc, on va un petit peu parler de la photosynthèse. Vous l'avez déjà vu en terminale, normalement. Même en terminale, il y a la photosynthèse. Et vous allez la voir plus en détail avec Madame Samir qui est en S4, Inch'Allah. D'accord? Donc, pour moi, je ne vais pas entrer dans beaucoup de détails. C'est juste, je vous donne l'essentiel pour comprendre ce type de bactéries, comment ils transforment leur énergie. D'accord? Le reste, vous allez le voir plus en détail dans la physiologie végétale, quoique, parce qu'il y a des ressemblances, il y a des différences que je vais noter bien sûr dans ce cours. Donc, pour les bactéries photosynthétiques, bien sûr, il y a une utilisation de la lumière comme source d'énergie. Là, on a une image d'une bactérie phototrophe pigmentée, parce qu'il faut qu'il y ait des pigments, qui sont les molécules photosensibles qui réagissent aux photons lumineux. Donc, lors de la photosynthèse, on a une absorption de l'énergie lumineuse par des pigments spécialisés qui peuvent être… Le pigment que vous connaissez le plus, c'est quoi?
La chlorophylle. Chlorophylle chez les végétaux. Alors là, selon les cas, on va voir. Il y a plusieurs types de bactéries photosynthétiques. Donc, certains ont une chlorophylle semblable à celle des plantes supérieures, d'accord, et des algues. D'autres, ils ont, non, pas de la chlorophylle, mais de la bactériochlorophylle. Il est spécifique à ces bactéries. On va voir selon les qui sont membranaires, d'accord. Donc, bien sûr, c'est grâce à cette absorption. Et bien sûr, ils vont transformer cette énergie lumineuse en une énergie chimique sous forme d'ATP ou bien de force protomotrice qu'on a vu. C'est là, donc la force protomotrice, elle va générer l'ATP par la suite. Donc, c'est comme ça que les bactéries photosynthétiques synthétisent leur ATP grâce à l'énergie lumineuse. Il faut absolument l'intervention de pigments spécialisés qui peuvent être de la chlorophylle ou bien de la bactériochlorophylle. Donc, on revient vers la photosynthèse un tout petit peu. Donc, lors de la photosynthèse, on a deux types de réactions qui se passent. Ou bien, deux types de réactions. La réaction lumineuse, la photosynthèse, et la réaction sombre ou obscure. Ils sont indépendantes de la lumière. Donc, tout ce qui se passe ici, les réactions lumineuses, il faut qu'il y ait de la lumière, ce qui se passe dans la lumière du jour, chez les plantes. Et les réactions sombres, ils se font indépendamment de la présence de la lumière. Ce sont les deux catégories de réactions qui se font de la photosynthèse. Alors, pour les premiers, c'est quoi quelles sont ces réactions lumineuses de la photosynthèse? C'est l'ensemble des événements, bien des réactions photochimiques qui assurent la conversion de l'énergie lumineuse en force protomotrice ou en énergie chimique. Tout simplement, toutes les réactions qui impliquent l'utilisation de systèmes photosensibles pour produire de l'ATP, ce sont des réactions lumineuses. Alors que les réactions sombres, au cours de ça, on a l'utilisation de l'énergie qui était obtenue lors du jour ou bien dans la phase lumineuse pour la synthèse des composés organiques. Et tout simplement, on fabrique de l'ATP à partir de l'énergie lumineuse et là, on va utiliser cet ATP pour synthétiser les sucres, la matière carbonée, tout simplement. La synthèse de la matière carbonée, elle est indépendante de la présence de la lumière. D'accord? Donc, ça se fait dans la phase obscure, on dit. Alors qu'on ne peut pas avoir de l'énergie si il n'y a pas de la lumière, d'accord? Qui va servir à cette formation du composé carboné. Donc là, c'est juste pour mieux comprendre ce phénomène de photosynthèse. Alors, là, c'est un schéma général de la photosynthèse et qui va, chaque fois, vous pouvez revenir à ce schéma pour voir par rapport au type de bactéries photosynthétiques. C'est un schéma récapitulatif. Donc, vous voyez, là, c'est la phase lumineuse, ça, c'est la phase obscure. On a dit, la phase lumineuse, c'est la phase pendant laquelle, bien sûr, qui fait intervenir la lumière, pendant laquelle on aura la synthèse de l'ATP, d'accord, et du pouvoir réducteur, mais surtout, l'ATP. Et la phase obscure, c'est celle qui va nous donner la matière organique, tout simplement. Alors, qu'est-ce qui se passe? Normalement, le pigment, on a dit que, bien sûr, il faut des cellules ou bien des molécules photosensibles. C'est les pigments photosynthétiques qui vont réagir à la lumière. Il y aura des électrons. Vous vous rappelez, lorsqu'on a vu les possibilités d'un électron, je vous ai dit que cet électron va être transmis à une autre molécule qui va être oxydée, ainsi de suite. Donc, là, on a un passage des électrons et ces passages des électrons et des protons vont générer de l'ATP par la force protomotrice. D'accord? Parce que les H+, ça vous l'avez vu en terminale et vous allez voir plus en détail en S4. Mais généralement, c'est le même principe. C'est lorsqu'on a un transfert d'électrons et on a les protons qui vont rester d'un seul côté. Donc, on a une différence de potentiel entre les deux. Et la rentrée des H+, bien le mouvement des H+, les protons dans l'autre sens, en passant par l'ATP synthétase, il va former l'ATP. Donc, c'est comme ça qu'on a de l'ATP. Mais on a besoin de sources d'électrons. Vous vous rappelez, l'électron, on a dit, la molécule photosensible, il perd son électron parce qu'il va le donner à une autre molécule. NADH, généralement, il y a le NAD+, qui va devenir NADH, c'est le pouvoir réducteur. Et à la source, on a besoin de sources d'électrons pour que ça continue. Alors, selon la source d'électrons, on a plusieurs types.
Ça, on va le voir en détail au fur et à mesure. Ça, juste pour vous donner une idée générale. Qu'est-ce qui se passe? Donc, on a de l'ATP suite à cette action-là. On a de l'ATP qui est synthétisé. On a un pouvoir réducteur, le NADH, ici. Hein, et qu'est-ce qui se passe? Ce pouvoir réducteur et cet ATP tous les deux vont être utilisés pour fixer le CO2, hein, la phase obscure, pour synthétiser la matière organique. Parce que pour avoir de la matière organique, regardez, on a un squelette carboné, N fois, vous voyez, par exemple sur C6H12O6, donc on a le carbone avec l'hydrogène et l'oxygène. Il vient d'où? Il vient, la source de carbone, du CO2. Hein, elle est oxydée là. Donc pour avoir cette molécule organique, il faut un pouvoir réducteur et il faut avoir de l'ATP pour synthétiser, pour lier les atomes entre elles. Donc il faut un pouvoir réducteur, NADH, hein, et l'énergie. Avec le CO2, on aura de la matière organique. Donc, cette étape-là de synthèse de composés carbonés se passe dans la phase obscure, indépendamment de la lumière. Mais l'ATP nécessaire pour faire ça, le passage d'électrons et la synthèse du pouvoir réducteur se fait dans la phase lumineuse. Ce qui reste à préciser, c'est la nature de cette source d'électrons. Selon le cas, chez les cyanobactéries, la source d'électrons, c'est l'eau. C'est ce que vous connaissez comme les plants. On va le voir en détail. C'est le H2O. Chez d'autres types de bactéries, c'est une autre source. Ce n'est pas l'eau. C'est par exemple l'hydrogène sulfuré ou bien un composé organique. Donc, ça, on va le voir en détail. Hein, les différents types de bactéries. Mais ce que vous devez retenir, c'est ce schéma général. C'est que, je récapitule, il y a une phase lumineuse durant laquelle, grâce à la lumière et à la présence des pigments photosynthétiques, il y a un transfert d'électrons, bien sûr, et de protons, d'accord, qui vont générer de l'ATP. Il y a une source d'électrons, bien sûr, qui va donner les électrons et il y aura génération de pouvoir réducteur. Et cet ATP qui est produit dans cette phase et ce pouvoir réducteur vont être exploités par la cellule pour fixer le CO2 et synthétiser la matière organique. D'accord? C'est bon? Madame, s'il vous plaît, le pouvoir réducteur, c'est NADH2. Le NADH, on va voir. Ça peut être le FADH, le NADH. D'accord. D'accord? Donc, on va voir ça en détail, mais le schéma général, c'est ça. Donc, on passe. Oui, on a parlé maintenant le schéma général. Maintenant, le lieu où ça se passe, parce qu'on a dit c'est grâce aux pigments photosynthétiques. Alors, quelles sont ces membranes photosynthétiques? Ce sont les membranes spécialisées contenant les pigments chlorophylliens et l'appareil collecteur de la lumière. Bon, ça parce que la photosynthèse, on va voir, selon qu'il s'agit, c'est pas la même chose, parce que les bactéries sont des prokaryotes. Là, on va voir la différence avec les eucaryotes qui sont les algues, qui sont capables de faire la photosynthèse, bien sûr, à savoir les algues et les plantes. On va voir la différence de point de vue ces membranes photosynthétiques. Alors, les membranes photosynthétiques, c'est quoi? Ils sont spécialisés, c'est eux qui contiennent les pigments chlorophylliens et les autres molécules qui captent l'énergie. Chez les eucaryotes, bien chez les plantes, on les retrouve où? C'est à quel niveau que se fait la photosynthèse chez les plantes? Au niveau des feuilles. Les feuilles? Oui, au niveau des feuilles, mais de point de vue c'est-à-dire des structures plus... Au niveau de plaste. Chloroplaste. Chloroplastes, exactement. C'est au niveau des chloroplastes. Alors que chez les prokaryotes, c'est-à-dire chez les bactéries, ce n'est pas les chloroplastes, mais on a des membranes. Vous voyez, là, je vous ai dit que vous allez voir la photosynthèse en S4, d'accord, chez les plantes, mais je vous ai dit également que je vais vous montrer les différences. Ah, c'est des choses à soulever. Lorsque vous parlez de la photosynthèse, il faut savoir la différence, ce qui se passe entre les plantes et entre les bactéries. D'accord? Il y a des choses qui sont communes, mais des choses qui sont différentes. Par exemple, la photosynthèse se fait chez les plantes, chez les algues, c'est-à-dire chez les eucaryotes, dans des chloroplastes, les structures que vous avez vues en S1 et tout ça, alors que chez les bactéries, il y a absence de chloroplastes. On ne va pas voir de chloroplastes, ce sont des membranes internes. On va voir des images, des membranes internes, qui des invaginations de la membrane
cytoplasmique. Donc, c'est des membranes internes. Il n'y a pas de chloroplaste. Là, il faut vraiment préciser ça et se rappeler de ça. Pour les bactéries photosynthétiques, ils ne possèdent pas de chloroplaste. Les chloroplasts, c'est chez les eucaryotes. Donc là, pour réaliser la photo, donc là, c'est déjà un aspect. Autre chose, pour réaliser la photosynthèse, on a dit, on a besoin de donneurs d'électrons. On a expliqué pourquoi. Parce que le pigment photosynthétique, lorsqu'il va perdre cet électron pour le donner au composé qui va être réduit par la suite, il a besoin, pour refaire le processus, il a besoin d'électrons. C'est la source d'électrons. Donc, on a besoin de donneurs d'électrons. Alors, chez les bactéries photosynthétiques, selon le cas, ça on l'a déjà dit, c'est juste, on va le préciser pour le cas de bactéries photosynthétiques. Donc, les bactéries photosynthétiques ou bien phototrophes, c'est la même chose. Ils utilisent un substrat ou bien qui doit être minéral ou bien organique. Ça, on l'a dit, selon le cas, la nature du substrat. Vous vous rappelez la nature ou la source du donneur d'électrons. Il peut être organique comme il peut être minéral. D'accord? Alors, dans S, ça c'est S, c'est pour substrat, s'il vous plaît, à ne pas confondre avec le soufre. Je le rappelle, S, c'est substrat, là, dans ce schéma-là. Donc, ce substrat, il peut être minéral comme il peut être organique. D'accord? Donc, à partir de ce substrat, grâce à la lumière, bien sûr, ça c'est, on aura synthèse de l'ATP et on aura synthèse du pouvoir réducteur, le NADH. C'est la même chose que cette image. C'est la même chose qu'ici. Voyez? Grâce à la lumière et les pigments, on aura synthèse d'ATP et synthèse d'un pouvoir réducteur. Mademoiselle m'a demandé tout à l'heure, NADH, c'est ce qu'on voit dans le deuxième schéma. Et donc, de NADH est une source d'électrons, la source d'électrons. Grâce à cette source d'électrons, on aura ce pouvoir réducteur. La source d'électrons, il diffère selon les bactéries. Donc, je reviens. Donc, vous voyez, il utilise un substrat pour synthétiser de l'ATP et un pouvoir réducteur de NADH. D'accord? Et selon la nature du substrat, est-ce qu'il est organique ou minéral? On a des appellations, ce qu'on a dit au début. Ou bien, si le substrat est minéral, on parle de bactéries photolithotrophes. S'il est organique, bactéries photo-organotrophes. Tout simplement. D'accord? Donc, autre chose, faites attention. La nature de ce substrat, c'est vrai qu'il soit minéral ou organique, il doit être, vous voyez, il utilise un substrat oxydable. Oxydable, c'est-à-dire qui est capable d'être oxydé. Donc, quelle est sa nature chimique? Il doit être à la base réduit ou bien oxydé. À la base. Quelle est la nature de ce produit? Est-ce qu'il est réduit ou oxydé? Au départ. Elle est réduite. Donc, absolument, oui, absolument, le substrat qui va être utilisé comme source d'électrons, elle est réduit. D'accord? Elle n'est pas oxydée, elle est réduite. D'accord? Parce que c'est là, vous voyez, les bactéries vont l'oxyder. Il va devenir oxydé. Parce que ça va être transmis à le NAD+, qui est oxydé pour devenir réduit. D'accord? C'est le principe de la... Il va céder les électrons importants pour le donner à cette molécule qui va devenir réduite et lui, il va devenir oxydé. D'accord? Donc, je récapitule. Donc, là, c'est le processus général de transformation de l'énergie chez les phototrophes. Et selon la nature du donneur d'électrons, on a ou bien des bactéries photolithotrophes ou bien des bactéries photo-organotrophes. Alors, maintenant, on va catégoriser ces bactéries photosynthétiques. C'est déjà, lorsque je vous ai montré le premier schéma avec la nature des donneurs d'électrons, déjà là, on peut catégoriser. Donc, on a trois types. D'abord, la photosynthèse oxygénique. Quand je dis la photosynthèse oxygénique, qu'est-ce qui vous vient en tête? C'est une photosynthèse? Oui? Une intervention d'oxygène? Non, pas intervention d'oxygène. Intervention d'oxygène, c'est-à-dire qu'il faut de l'oxygène pour que ça se passe. Non. Photosynthèse oxygénique. Qu'est-ce qui se passe? L'oxygène. Libération d'oxygène, exactement. C'est ce qui se passe quand c'est la photosynthèse qu'on connaît.
Ça, vous le savez, hein, les plantes, elles vont libérer de l'oxygène. C'est pour ça qu'on dit, il y a une participation dans l'oxygène, ainsi de suite. D'accord? Donc, la photosynthèse oxygénique, c'est celle qu'on connaît, d'accord, chez les plantes, chez les algues. Mais il existe une photosynthèse anoxygénique, c'est-à-dire, c'est une photosynthèse qui ne va pas libérer de l'oxygène. Hein? Une photosynthèse, mais qui ne libère pas, ça paraît étrange parce c'est pas très commode et on ne le connaît pas, mais ça existe chez les bactéries. Une photosynthèse anoxygénique, il ne va pas libérer de l'oxygène et on va voir pourquoi. D'accord? Qui peut me dire déjà, qui a une idée? Hein? Photosynthèse anoxygénique. Parce qu'on a vu le schéma général tout à l'heure. Bon, ce n'est pas un problème, on passe. Je vais l'expliquer de toutes les façons. Alors, le troisième type, on va voir quand même un cas particulier. C'est une photosynthèse en absence de chlorophylle. Carrément, il n'y a pas il y a une erreur, absence. Une petite erreur ici, je vais le rectifier par la suite. Donc, photosynthèse en absence de chlorophylle. D'accord? C'est un cas particulier, on va le voir par la suite. Donc, le premier cas, photosynthèse oxygénique, on va voir ceux qui le font. Ce sont les cyanobactéries, d'accord? Bien les algues, l'appellation ancienne, les algues bleu-vert, mais ce ne sont pas des algues, c'est des bactéries, les cyanobactéries qui sont qui prévalent dans le système aquatique, d'accord? La photosynthèse anoxygénique, c'est l'œuvre des bactéries pourpres non sulfureuses, pourpres sulfureuses, vertes sulfureuses et des héliobactéries, c'est ce qu'on va voir. Et le dernier cas, c'est un cas particulier chez des allobactéries. Donc, on va voir chaque cas à part, ses particularités, qu'est-ce qui les différencie par rapport aux autres. D'accord? Donc, on commence d'abord par la photosynthèse oxygénique, c'est-à-dire qui génère de l'oxygène. Hein? Et donc, on parle des cyanobactéries. Donc, les cyanobactéries, vous voyez ce qu'on voit ici dans les systèmes aquatiques colorés en vert. Là, c'est au microscope, d'accord? C'est des cyanobactéries. Là également, sont des cyanobactéries avec des formations. Et quand est-ce qu'on a parlé des cyanobactéries dans les premières séances? On a évoqué les cyanobactéries pour une chose un peu particulière qu'ils font, à part la photosynthèse. Lorsqu'on a parlé des éléments nutritifs, les formes d'utilisation. J'ai déjà déposé le cours sous forme PDF, c'est-à-dire vous pouvez revenir et voir. Hein. Je vous donne quand même un indice en plus. La source d'azote. Je ne peux pas voir le chat. Vous pouvez répondre. La source d'azote, qu'est-ce qu'ils ont de particulier les cyanobactéries? Pour l'utilisation d'azote, c'est quelle forme d'azote qu'ils utilisent? Madame, l'azote moléculaire. Oui? L'azote moléculaire. Oui, grâce à quoi? La fixation par hétérocystes. Tout à fait, c'est ce qu'on a dit, c'est les hétérocystes. D'accord, c'est pour ça qu'il y a cette formation qui est un peu épaisse, parce que je ne sais pas si je l'ai dit ou pas, dans l'utilisation de l'azote moléculaire, alors les réactions chimiques pour fixer l'azote moléculaire, ils doivent se faire dans des conditions de micro-aérophilie, c'est-à-dire ils fuient un petit peu, ils ont besoin d'oxygène, mais il ne faut pas qu'il y ait beaucoup d'oxygène comme dans l'air. Comme les bactéries micro-aérophiles, c'est comme ces mêmes conditions. D'accord? C'est pour ça qu'ils se font chez les cyanobactéries dans ces formations qui sont un peu épaisses pour limiter la diffusion de l'oxygène. D'accord? Donc ça, c'est juste une information, je ne sais pas si je l'avais précisé lorsque j'ai parlé de l'utilisation de l'azote moléculaire. D'accord? La nitrogénase, l'enzyme qui utilise, il demande à être protégé un peu de l'oxygène. D'accord? Donc, je reviens vers les cyanobactéries. Donc, c'est ce que vous voyez ici. Pardon. D'accord? Donc, cette photosynthèse oxygénique, il se fait uniquement chez les cyanobactéries. C'est-à-dire les autres types
photosynthétiques, les autres bactéries photosynthétiques n'utilisent pas la photosynthèse oxygénique. Et vous avez vu, lorsque j'ai catégorisé, je vous ai montré, il n'y a que les cyanobactéries dans la photosynthèse oxygénique, les autres sont dans l'autre type qui est anoxygénique. Donc, uniquement, on la rencontre uniquement chez les cyanobactéries. Donc, c'est facile de se rappeler de ça. Bien sûr, les cyanobactéries sont apparus il y a longtemps, à peu près 2,5 milliards d'années. Vous vous rappelez, on a dit normalement l'âge du système solaire, elle est de combien? L'âge du système solaire de la Terre. 4,5 milliards d'années, n'est-ce pas? Exactement, exactement. Donc déjà, on dit même 3 milliards d'années, il y avait déjà des bactéries. 3,5 milliards d'années, il y a eu des bactéries, pas les cyanos, mais d'autres, d'accord? Mais les cyanobactéries, à peu près 2,5 milliards d'années, c'est-à-dire c'est vraiment très, très ancien. Donc là, ce qui explique leur importance dans l'apparition de la vie sur Terre. Également, le rôle primordial était dans la création de l'atmosphère oxygénée. Parce que lorsqu'on parle de l'oxygène, vous savez que l'oxygène qu'on respire, en grande partie, il a été fabriqué par des cyanobactéries. Parce que là, c'est des cycles. C'est un oxygène qui est consommé, qui est fixé dans nos cellules et qui est encore rejeté et il y a la boucle est bouclée. D'accord? Donc, on ne fait que réutiliser les éléments qui sont sur Terre. Qui sont sur Terre, qui ont été produits. Donc, et là, à l'origine, parce que si vous revenez la formation de la Terre, à l'origine, il n'y avait pas la même constitution de l'atmosphère, d'accord? Et c'est grâce à l'apparition de l'oxygène, suite à l'action de ces cyanobactéries, qu'il y a eu cette quantité d'oxygène qui a permis l'évolution ou bien l'apparition d'autres espèces qui vont utiliser l'oxygène. On dépend de l'oxygène, d'accord? Nous et les autres êtres vivants. Donc, sans cet oxygène qui était produit à la base par ces cyanobactéries, la vie sur la forme qu'on connaît ou bien les espèces qu'on connaît qui dépendent de l'oxygène ne pouvaient pas vivre ou bien ne pouvaient pas même apparaître. D'accord? Donc là, c'est juste pour vous sensibiliser et que vous pouvez estimer l'importance de ces micro-organismes qui sont les cyanobactéries dans la composition, leur apport dans la composition de l'atmosphère et de la production de l'oxygène, qui est le principal, qui est la source utilisée par les êtres vivants. D'accord? Donc, ils utilisent une photosynthèse type eucaryote, c'est-à-dire type eucaryote, ils font la photosynthèse comme les cellules eucaryotes, c'est-à-dire qu'ils sont capables de faire la photosynthèse, à savoir les plantes et les algues. C'est le même type de photosynthèse, parce que les autres bactéries qu'on va voir par la suite, ce n'est pas la même chose. Donc, quand je dis ils réalisent une photosynthèse type eucaryote, ça veut dire qu'ils ont deux systèmes de réaction lumineuse, PS1 et PS2. Ça, vous l'avez vu en terminale et vous allez le voir plus en détail en S4. Donc là, on n'a pas comme les autres bactéries un seul photosystème, mais là, deux photosystèmes. C'est là la ressemblance avec les eucaryotes. Deux photosystèmes, c'est-à-dire deux systèmes moléculaires qui sont excitables. D'accord? Également, ce sont les producteurs primaires dominants dans les milieux aquatiques. Je vous ai dit ça tout à l'heure. C'est-à-dire, si les plantes sont très connues sur Terre, c'est-à-dire dans le milieu tellurique, comme étant la première chaîne, les producteurs primaires dans la chaîne alimentaire, donc, dans le milieu aquatique, ce sont les cyanobactéries. D'accord? Ce n'est pas les algues, c'est les cyanobactéries qui sont les producteurs primaire. Et pour voir l'importance, c'est-à-dire sans ces cyanobactéries qui vont produire la matière organique dont dépendent les autres organismes, dans les poissons, dans d'autres organismes même microscopiques, des protozoaires et ainsi de suite. Donc, cette chaîne alimentaire sera très réduite ou bien n'existerait pas. Donc là, c'est juste un flacon avec une culture de cyanobactéries pour voir cette couleur verte. Là, on a agrandi un petit peu ce qui se passe pour voir là cet aspect verdâtre. Et là, c'est une observation microscopique qui montre le genre Anabena, qui est une cyanobactérie. Vous voyez là, algue bleue photosynthétique, mais c'est une cyanobactérie, d'accord? Donc, avec les hétérocystes, cette formation-là qui sont impliquées pour
fixer l'azote moléculaire. Vous voyez, les cyanobactéries, ils synthétisent la matière organique, c'est-à-dire ils vont utiliser le CO2 et l'énergie lumineuse pour avoir de la matière organique. Et en plus, ils vont fixer l'azote moléculaire pour un petit peu. Donc, ils sont très compétitifs. C'est pour ça qu'ils peuvent se développer largement dans ces milieux. Donc là, ce sont les caractéristiques générales un petit peu de ces cyanobactéries. Alors, là, la photosynthèse, elle aura lieu, on a dit, il n'y a pas de chloroplaste chez les bactéries, quelles qu'elles soient. D'accord? Donc, elle a lieu dans les thylakoïdes. D'accord? Là, c'est une photo électronique d'une cyanobactérie. Alors, ce que vous voyez là, ce sont des thylakoïdes et c'est à ce niveau-là que se fait la photosynthèse. Là, c'est un schéma général. Là, il y a les chromosomes, là, des inclusions et tout ça, la membrane externe, la paroi, la membrane cytoplasmique et les thylakoïdes, c'est ce qui est en vert là. Donc, c'est ce qui est là. Donc, c'est à ce niveau-là que se passe la photosynthèse, où il y a les molécules et les pigments qui sont photosensibles. Donc, chez les cyanobactéries, là, la photosynthèse, pour récapituler, elle est de type eucaryote, c'est-à-dire elle a deux photosystèmes, PS1 et PS2, et il se passe dans des membranes qui s'appellent des thylakoïdes. Alors, là, c'est le lieu, mais le pigment, vous vous rappelez, vous m'avez dit que quand je vous ai demandé le pigment que vous connaissez, vous avez parlé du chlorophylle, bon, particulièrement le chlorophylle A. Là encore, c'est l'autre particularité qui fait que les cyanobactéries ont une photosynthèse type eucaryote. Parce qu'ils ont deux photosystèmes PS1 et PS2 comme chez les eucaryotes, et deux, parce que le pigment qui existe, il est pareil à celui qui existe chez les végétaux et chez les algues, c'est-à-dire la chlorophylle A. Que vous connaissez. Donc, effectivement, chez les cyanobactéries, ils ont de la chlorophylle A. Et pourquoi on a cette couleur verte? Parce que cette chlorophylle, elle va absorber la lumière rouge et bleue et il transmet la lumière verte. Ça, vous le savez, je pense que. Donc, ce qu'on voit, lorsqu'on voit une banane qui est jaune, et ben, réellement, elle est tout sauf jaune parce qu'il absorbe toutes les couleurs. Et qu'est-ce qu'il reflète? Il reflète la lumière qu'il n'absorbe pas, c'est la lumière jaune. C'est pour ça qu'on la voit lorsqu'elle parvient à notre œil. La même chose là. Donc, la bactérie, ce pigment, il absorbe la lumière rouge et bleue et il va transmettre la lumière verte. Nous, qu'est-ce qu'on reçoit dans nos yeux? Eh ben, c'est la lumière verte. C'est pour ça qu'on la voit verte. Mais finalement, il n'absorbe pas de la lumière verte. S'il l'avait absorbée, on ne va pas la voir. Donc, c'est juste une petite précision. Alors là, c'est la formule générale, un petit peu la réaction qui se passe dans la photosynthèse, c'est-à-dire à partir du CO2 et de l'eau qui est la source. La source de quoi? Oxygène. La source minérale? Non? La source de... J'ai la source d'oxygène. La source d'électrons. C'est la source d'électrons. C'est la photolyse. La photolyse, normalement, c'est cette molécule qui va être scindée et les électrons, les protons libérés qui vont synthétiser par la suite l'ATP qui va être impliqué dans la production de la matière organique dans la phase obscure. Donc, le CO2 et l'eau, grâce à la lumière et la présence de chlorophylle A dans les thylakoïdes, on aura synthèse de la matière organique, plus libération de H2O et de O2. C'est pour ça qu'on dit que c'est une photosynthèse oxygénique. D'accord? L'oxygène qui était là va être libéré. D'accord? Donc, là, c'est la formule générale de la photosynthèse. À partir de la matière minérale, le carbone, CO2, mais minéral, et grâce à la source la source d'électrons qui est l'eau, on aura de la matière organique et libération d'oxygène. C'est ce qui caractérise les cyanobactéries. C'est la même chose qui se passe chez les plantes. Et bien sûr, les pigments qui interviennent, ce sont la chlorophylle A, similaire à celle trouvée chez les végétaux et les algues. Donc, encore une fois, deux points de ressemblance. Pourquoi on dit que les cyanobactéries, ils font une photosynthèse de type eucaryote? Parce qu'ils ont le même deux photosystèmes, PS1 et PS2, comme chez les eucaryotes, et deux, parce qu'ils ont le même pigment qui est la chlorophylle A. Donc là, pour les cyanobactéries,
Donc là, une chose, qu'est-ce qu'on a dit? Suite à cette énergie qui est libérée, là, qui est formée grâce à la source d'électrons et tout, on a à la fin la formation de matière minérale, d'accord? À partir du CO2 et de l'énergie. Alors, une autre caractéristique de ces bactéries, c'est la manière dont il va former cette matière organique, d'accord? C'est-à-dire grâce à quelle réaction chimique, quel est le chemin, hein, que va parcourir, par quelle voie on aura, c'est-à-dire la phase obscure. Comment ça se passe? Qu'est-ce qui se passe chez les cyanobactéries pour qu'il y ait transformation de CO2 en matière organique? D'accord? Et bien, chez les cyanobactéries, cette fixation de carbone, je parle de ce qui se passe, la synthèse de composés organiques, la phase obscure, se fait grâce au cycle de Calvin. D'accord? Je ne vais pas entrer dans les détails, je vous donne le plus essentiel, on va voir ce cycle. C'est que ce cycle de Calvin nécessite deux enzymes clés, la rubesco, vous allez voir encore la physiologie végétale, la photosynthèse, et la phosphorubylkinase. Hein. On va voir leur rôle dans le cycle. Il a besoin d'ATP et bien sûr d'un pouvoir réducteur, le NADPH. Ça, c'est ce qui est déjà ça, c'est ce qui est requis pour faire la synthèse de la matière organique, bien sûr, en plus du CO2. Donc, pour que le CO2 se transforme en matière organique, il nous faut de l'ATP, de l'énergie, et il nous faut un pouvoir réducteur. D'accord? Donc, cette fixation se fait dans le cas des cyanobactéries via le cycle de Calvin. C'est ce cycle-là. Vous n'êtes pas obligé de l'apprendre. Hein? Ce n'est pas de la biochimie. Mais il faut le comprendre déjà et pouvoir placer ce que j'ai dit. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Deux enzymes clés, la rubesco. La rubesco, qu'est-ce qui va catalyser? Hein? Là, on a un sucre, le ribulose 1,5-biphosphate, qui cette enzyme va fixer le CO2. Vous voyez, le CO2 va être fixé à cette molécule grâce à cette enzyme et il va donner un composé organique, à 6 carbone, qui va par la suite être scindé hein, et grâce à la consommation de l'ATP, c'est pour ça qu'on dit que lors de la fixation de CO2, on a besoin de quoi? D'ATP et bien sûr de pouvoir réducteur, de NADH, d'accord? Donc, il y aura consommation d'ATP pour former des exoses. Vous voyez, je vais sauter parce qu'on ne va pas passer cas par cas. Pour nous, ce qui est intéressant, c'est qu'on aura, utilisation bien sûr dans ces cycles, on aura besoin de pouvoir réducteur de NADH pour passer de substances qui sont oxydées vers d'autres qui sont réduites, d'accord? Pour former les exoses ou bien les sucres à carbone pour la biosynthèse. Une partie est utilisée pour la synthèse des sucres et une partie va rejoindre le cycle en consommant de l'ATP pour former le ribulose 1,5-phosphate qui est capable c'est-à-dire se rallier au CO2 grâce à la rubesco et le cycle continue. Donc, ce qu'il faut retenir d'ici, c'est cette voie, c'est quoi ça le cycle de Calvin? C'est la voie de fixation du CO2 qui prédomine chez les plantes, les cyanobactéries et la plupart des autres autotrophes. D'accord? Donc, maintenant, c'est ce qui se passe dans la phase obscure chez les cyanobactéries, même chez les plantes. Maintenant, parce qu'on parle des cyanobactéries. Donc, je récapitule. Ça, c'est quoi? C'est le cycle à travers lequel il y aura fixation du CO2 pour donner de la matière organique ou bien des sucres, des exoses. Cette fixation, il se fait via ce chemin qui s'appelle le cycle de Calvin, qui fait intervenir deux enzymes clés, ce qui est en rouge, rubesco et phosphorubylkinase, donc qui utilise l'ATP, le pouvoir réducteur, pour synthétiser cette matière organique et pour faire tourner le cycle. Donc, ce que vous devez retenir, je récapitule de toute cette partie de cyanobactéries, plus des caractéristiques que j'ai dit, les plus importants, c'est qu'ils ont une photosynthèse de type eucaryote, et on a dit pourquoi, et que la fixation du CO2 se fait via le cycle de Calvin. C'est bon? Est-ce que c'est bon? Oui, madame. Donc, avec ça, on a terminé avec la photosynthèse
oxygénique. Et on a dit pourquoi c'est oxygénique, parce qu'il y a libération d'oxygène, hein, suite à parce que le donneur d'électrons et H2O. voyez, le H2O. D'accord? C'est pour ça qu'on a de l'oxygène qui va être libéré. On va voir lorsque le donneur d'électrons n'est pas le H2O, qu'est-ce qui se passe? D'accord? Donc, là, on a libération de l'oxygène. On va voir maintenant la photosynthèse anoxygénique. Donc, pour cette photosynthèse, on n'a plus la chlorophylle A. La chlorophylle A, c'est chez les cyanobactéries. On a cette fois-ci la bactériochlorophylle. Et il y a plusieurs types de bactériochlorophylle. Chaque type, il absorbe dans un spectre d'absorption. Hein. La lumière, le spectre de lumière, il est différent. Chez les algues. Les algues, vous trouvez les algues bleues, brunes, les algues vertes. Selon, et chaque type, il va se situer à un niveau dans le milieu aquatique, à un niveau de profondeur selon la quantité de lumière ou bien les spectres qu'il va absorber. À peu près, c'est la même chose. Donc, pour la photosynthèse anoxygénique, on a présente cette fois-ci de bactériochlorophylle avec différents spectres d'absorption. Et là, c'est un schéma général pour la photosynthèse oxygénique. Vous vous rappelez, on a dit, on a besoin, bien sûr, d'un pouvoir réducteur, d'une source de carbone et une source d'énergie. Bien sûr, la source d'énergie dans le cas des phototrophes, la photosynthétique, c'est la lumière qui va générer via avec le passage de l'ATP. La source de carbone, c'est le CO2, bien sûr, qui va être… je vais passer le pouvoir réducteur et je reviens vers le CO2. Le pouvoir réducteur, généralement, c'est un substrat qui est oxydé. C'est un exemple, l'hydrogène sulfuré. L'hydrogène sulfuré, d'accord, c'est un composé soufré, d'accord. Vous voyez, qu'est-ce qui se passe? C'est le donneur d'électrons et on a l'ATP, donc ce qui va permettre la réduction du CO2 en molécules organiques. Et bien sûr, ce hydrogène sulfuré, on va voir plus en détail par la suite, lorsqu'il va céder ses électrons et ici les protons, il va être oxydé en soufre. Même le soufre, dans un état par rapport au sulfate, il est plus réduit. Donc, lui aussi, il peut faire la même chose pour se transformer en sulfate. D'accord? Donc, les cellules peuvent utiliser l'hydrogène sulfuré, peuvent utiliser même le soufre et ils vont le transformer en composé oxydé qui est le sulfate. Et le CO2 va être réduit grâce à ça en molécules organiques. Donc là, vous voyez, il n'y a pas libération d'oxygène. Pourquoi? Il y a libération de quoi? Il y a libération de quoi? Madame, de sulfure, n'est-ce pas? SO2-4. Non, le sulfure, c'est le composé de départ, c'est le donneur d'électrons. Ah ouais, les sulfures. Il va donner quoi? SO2-4. Eh oui, le soufre ou le sulfate à la fin. D'accord? Parce que vous voyez la molécule. Pour les cyanobactéries, là, on avait le H2O, le H2O. D'accord? Les protons et les électrons vont être utilisés pour synthétiser le pouvoir réducteur et le transfert d'électrons. Qu'est-ce qui reste? Il reste l'oxygène qui est libéré. Le cas, je parle des cyanobactéries. Alors qu'ici, on n'a pas H2O. On a par exemple H2S. Donc, il n'y a pas d'oxygène qui va être libéré. Ce qui reste, c'est le soufre, que ce soit sous forme soufre ou bien sulfate. D'accord? C'est pour ça qu'on parle de photosynthèse anoxygénique. C'est la négation. Il n'y a pas d'oxygène. Donc, on va voir quelles sont les bactéries qui font ça, les photosynthèses anoxygéniques. On a les pourpres sulfureuses, les pourpres non sulfureuses, les vertes sulfureuses et les héliobactéries. Ces 4 types de bactéries font de la photosynthèse anoxygénique et on va voir quelle est la différence dans chaque cas. Donc, on va commencer par les pourpres sulfureuses. Les pourpres en général, que ce soit sulfureuse ou non sulfureuse, on va voir les points en commun et les différences. Donc, quand on dit les bactéries pourpres, c'est ce que vous voyez ici. Je pense que vous pouvez avoir l'occasion de le voir dans des documentaires. On va voir des rivières ou bien des lacs qui ont cet aspect-là, pourpre.
Eh bien, parce qu'il y a développement de bactéries qui sont pourpres. C'est cette couleur, hein, qui ont cette couleur. Donc, quand on parle de bactéries pourpres, pourquoi? Parce qu'ils ont des pigments photosynthétiques. C'est relatif aux pigments. Chez les cyanobactéries, on a vu la chlorophylle A. Là, on n'a pas de chlorophylle, on a de la bactériochlorophylle et des pigments caroténoïdes qui sont verts et bleus. D'accord? Donc, ce que vous devez retenir, c'est qu'il y a des bactériochlorophylles, il n'y a pas de la chlorophylle A. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que ces pigments caroténoïdes, ils vont masquer cette couleur et ils vont donner cet aspect-là. On ne va pas entrer dans les détails des choses, mais ce que vous devez retenir, c'est que ces bactéries pourpres, ils ont des pigments, des bactériochlorophylles, ils n'ont pas de la chlorophylle, et ils ont des pigments qui font qu'ils ont cette couleur, qui sont à l'origine de cette couleur qui est pourpre. Et la couleur pourpre, c'est ce que vous voyez ici. Hein, c'est une couleur un petit peu rougeâtre. Donc ça, c'est les bactéries pourpres en général, que ce soit sulfureuses ou non sulfureuses. Donc c'est ça, une couleur caractéristique rougeâtre ou bien pourpre. Alors, les bactéries pourpres, ils font une photosynthèse anoxygénique. Ça, on l'a déjà précisé. Ça veut dire qu'il n'y a pas de production d'oxygène. Donc, on ne dit pas qu'il y a production d'oxygène chez les bactéries pourpres. Autre différence, ou bien pas caractéristique par rapport à tout à l'heure, c'est qu'ils ont un seul photosystème. Hein? Alors que chez les cyanobactéries, qu'est-ce qu'on a dit? Ils ont Deux systèmes. deux photosystèmes, PS1 et PS2. Alors, je ne voulais pas vous donner normalement chaque photosystème avec ses particularités, comment il réagit et tout ça. Pour vous, vous contentez maintenant de se rappeler de ça. Donc, ils ont un seul photosystème. Et la fixation de CO2 via le cycle de Calvin, comme les cyanobactéries, la même chose. Donc, vous pouvez par la suite faire des comparaisons par rapport aux cyanobactéries, la différence par rapport aux cyanobactéries, la différence, d'accord? Les points. Donc, fixation du CO2, il se fait via le cycle de Calvin. C'est-à-dire, lorsque les bactéries pourpres veulent fixer le CO2, c'est-à-dire faire la phase obscure, pendant la phase obscure, la synthèse des composés organiques, hein, qui implique la fixation de CO2, et ben, ces composés organiques se font via le cycle de Calvin, parce qu'on va voir, ça peut avoir lieu avec d'autres cycles, on va voir par la suite. Donc, chez les bactéries pourpres, il se fait de la même façon, c'est-à-dire que chez les cyanobactéries, c'est-à-dire via le cycle de Calvin. Alors, le lieu, parce qu'on fait toujours la comparaison par rapport aux cyanobactéries, ou même parfois aux plantes. Donc, il y a présence de systèmes membranaires, intracellulaires, vésiculaire, lamellaire ou tubulaire, ça c'est la forme, contenant les pigments et les centres réactionnels. C'est-à-dire que les molécules photosensibles et tout sont dans des membranes. Ça, on l'a dit en général. Pour toutes les bactéries photosynthétiques, on a dit que les molécules photosensibles existent dans des membranes intracellulaires et non pas dans des chloroplastes. Alors, chez les pourpres, ces membranes, ils peuvent être sous forme de vésicule, sous forme lamellaire ou tubulaire. Vous voyez, vésiculaire, là, vous voyez une cellule pourpre, une bactérie pourpre, avec des membranes vésiculaires, sous forme de petites sphères. Hein. Alors, comme, là, c'est un autre type, hein, avec ce que vous voyez là, lamellaires, c'est des lamelles, une empilée sur l'autre, d'accord? Donc, ils peuvent être lamellaires ou vésiculaires. Donc, là, c'est le lieu de formation où il y a ces systèmes. Donc, là, c'est les caractéristiques des bactéries pourpres jusqu'à maintenant. Quoi encore? Alors là, ils sont divisés en deux. D'ailleurs, vous l'avez vu dans la première classification, on a parlé de pourpre sulfureuse et pourpre non sulfureuse. Donc, ce groupe de bactéries, il est divisé en sous-groupes. En fonction de quoi? La nature du donneur d'électrons, hein, la source d'électrons, utilisée par les bactéries pourpres. Il y a des bactéries pourpres sulfureuses et d'autres non sulfureuses. Donc, les sulfureuses, à votre avis, ils utilisent quoi comme donneur d'électrons? Quel élément? H2S. H2S, tout simplement, des composés soufrés réduits. Réduit. Ça peut être le H2S, ça peut être le soufre, d'accord? Mais réduit. Hein? Le sulfate, qui est c'est-à-dire le produit le plus oxydé, le soufre, ne peut pas jouer le rôle de donneur d'électrons parce qu'il est oxydé. Il va accepter les électrons. D'accord? Donc, les composés soufrés réduits.
Alors que les bactéries pourpres non sulfureuses, elles utilisent essentiellement comme donneurs d'électrons des composés organiques. Vous voyez, lorsqu'on a parlé des photos, là, normalement, toujours on parle des bactéries photosynthétiques, on va penser que la source de carbone, c'est le CO2. D'accord? Je parle de composés organiques, c'est-à-dire le donneur d'électrons, pardon. Donc, le donneur d'électrons ici, c'est des composés organiques. D'accord? Alors qu'ici, ce sont des composés soufrés réduits. Hein? Pourquoi je dis ça? Parce que là, généralement, lorsqu'on parle de bactéries photosynthétiques, on ne pense pas aux composés organiques. Non, 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 ils sont synthétisés, donc on ne peut pas avoir de composés organiques. Mais là, ils jouent le rôle de donneur d'électrons. Donneur d'électrons. D'accord? Donc, je récapitule. Les bactéries pourpres, ils peuvent être subdivisées en deux sous-groupes. Les sulfureuses et les non sulfureuses. La différence se base sur la nature de donneur d'électrons via la source d'électrons. Si c'est les sulfureuses, elles utilisent des composés soufrés réduits et les non sulfureuses utilisent essentiellement les composés organiques. Parce qu'on va voir certains cas où il peut utiliser l'hydrogène sulfuré, mais essentiellement les composés organiques. Donc, on va voir d'abord les bactéries pourpres sulfureuses. Donc, qu'est-ce qui les caractérise par rapport aux non sulfureuses? Déjà, ce sont de grandes bactéries jusqu'à 6 micromètres de diamètre. Normalement, la taille moyenne des bactéries, elle est combien? Vous avez vu surtout la stérilisation en TD, oui ou non? En cours plutôt, avec M. Mousseline. Vous avez vu la stérilisation? Oui, non? Oui, madame. Oui, oui, je le sais. Et vous avez vu la filtration comme moyen de stérilisation? La filtration sur membrane. Oui, madame. Oui. Alors, le diamètre des pores. La filtration pour stériliser, on utilise des membranes filtrantes dont le diamètre égal 0,45. 45 microns, 0,45 microns, parce qu'on a dit que ces filtres, ils vont éliminer ou bien vont garder à la surface de la membrane toutes les bactéries. Ils ne vont pas le laisser passer à travers. Et le liquide qu'on va avoir en bas va être un liquide qui est stérile. Donc, vous voyez, les 0,45 microns. Alors qu'ici, on dit que ces bactéries sont de l'ordre de 6 micromètres. Quand même, c'est grand. C'est assez grand comme bactéries. Donc, c'est juste pour vous donner une idée sur leur taille. Également, où on peut les trouver, ces bactéries pourpres sulfureuses. Donc, ce ne sont pas des bactéries qu'on va trouver sur nos tables ou bien rares. Donc, c'est dans des environnements anaérobies. Parce qu'on a dit anaérobie, il n'y a pas d'oxygène. Avec abondance de sulfure, c'est normal parce qu'ils les utilisent comme source d'électrons. S'il y avait de l'oxygène, on ne peut pas avoir du sulfure, il va être oxydé, d'accord? Donc, on les retrouve dans des environnements anaérobies où il y a beaucoup de sulfure. Alors, comme exemple de zones, ce sont les zones anoxiques. Anoxiques, c'est-à-dire il n'y a pas d'oxygène. Des lacs eutrophique, comme un lac eutrophisé, c'est-à-dire qu'un lac il m'affiche beaucoup d'oxygène, parce que lorsqu'il y a par exemple dans les barrages, bien certains lacs où il y a développement d'algues, il y a consommation des rejets de la matière organique, des eaux usées sans traitement et tout ça, donc il y a beaucoup de matière organique qui va être dégradée dans le milieu et il y aura une grande consommation de l'oxygène qui existe au niveau de l'eau. Et là, c'est un problème parce que la dissolution de l'oxygène est très limitée dans l'eau. C'est pas comme la phase gazeuse. D'accord? Et même son déplacement, il est limité. Donc, pour régénérer l'oxygène au niveau du milieu aquatique, il est un peu plus difficile. D'accord? Donc, s'il y a une grande quantité de matière organique qui se déverse et il y aura dégradation grâce aux micro-organismes qui existent dans l'eau, donc ils vont consommer rapidement l'oxygène qui existe dans cette eau et on aura un lac ou bien un barrage qui est eutrophisé. Eutrophisé, c'est-à-dire un manque d'oxygène. S'il y a un manque d'oxygène, il y a des germes anaérobies qui vont se développer, il y a de mauvaises odeurs, il y a manque d'oxygène, donc les poissons vont mourir. Et on parle de
de lac qui est eutrophié. C'est un grand problème d'ordre environnemental qui est dû, entre autres, de l'activité anthropique, c'est-à-dire les rejets et les déchets. D'accord? Alors, c'est là qu'on peut trouver ces germes. Donc, les zones anoxiques des lacs eutrophiques, les surfaces des boues, c'est-à-dire dans la boue, là où il n'y a pas d'oxygène, on peut retrouver ces germes. Les boues marines ou bien d'eau douce, ou les sources sulfureuses, les sources où il y a le sulfure, les sources qui sont sulfureuses. Donc là, c'est de point de vue où on peut les retrouver dans la nature. Alors, ils utilisent l'hydrogène sulfuré comme donneur d'électrons et ils vont l'oxyder en soufre. Vous vous rappelez, lorsque je vous ai montré le schéma général, c'est-à-dire lorsqu'il va donner ces électrons, il va se transformer en soufre. Mais le soufre, il est encore capable de donner ses électrons. Donc, il peut également être utilisé comme donneur d'électrons, même sous cette forme, pour se transformer finalement en sulfate. Donc, ils sont capables de faire cette réaction. C'est grâce à laquelle ils peuvent fixer avoir de l'énergie. D'accord? Et généralement, le soufre, vous vous rappelez, j'ai dit, ils vont le transformer en soufre. Donc, on peut avoir le soufre qui va être accumulé. Les grains de soufre. La particularité des bactéries pourpres sulfureuses, c'est que cette accumulation, il va se faire à l'intérieur de la cellule. C'est-à-dire, ce soufre, il ne va pas être excrété à l'extérieur. Il va rester à l'intérieur de la cellule. Et là, ça fait une différence par rapport aux bactéries qu'on va voir vertes sulfureuses, qui vont l'excréter à l'extérieur. Donc, je récapitule. Donc, les bactéries pourpres sulfureuses, donc en taille, on les trouve dans les environnements anaérobies où il y a beaucoup de sulfure. Ils utilisent comme donneur d'électrons le H2S qu'ils transforment en sulfate et qui peuvent transformer même en soufre puis en sulfate. Et l'accumulation du soufre qui est issu de cette oxydation se fait à l'intérieur de la cellule. C'est-à-dire on a des grains de soufre à l'intérieur de la cellule. Et là, on a le schéma général. Le CO2 qui va être fixé et le donneur d'électrons qui est l'hydrogène sulfuré, on a en présence de la lumière, de la bactériochlorophylle, ce n'est pas la chlorophylle A comme les cyanobactéries, on aura de la matière organique et on aura libération de l'eau et de Donc, je passe. Là, vous voyez, c'est des images de bactéries qui sont... Vous m'entendez? Maintenant, c'est bon, madame. C'est bon. Alors, les bactéries pourpres sulfureuses, vous voyez, là, c'est des images qui montrent les grains de soufre. Les petits rangs qui sont à l'intérieur, ce sont les grains de soufre à l'intérieur des cellules. C'est pour ça qu'on a dit, normalement, il va garder le soufre issu de l'oxydation de l'hydrogène sulfuré à l'intérieur de la cellule, contrairement à d'autres qu'on va voir par la suite. Donc là, ce sont les pourpres sulfureuses. Maintenant, on va voir les pourpres. Madame, s'il vous plaît. Oui. Le diapo dernière, la fin de la diapo dernière, on n'a pas étendu parce que le son est coupé. D'accord. Donc, vous On n'a pas parlez de écouté. ce slide, vous parlez de celui-là. Oui, Alors, oui, madame. J'ai juste récapitulé. J'ai dit que les bactéries pourpres sulfureuses, ce sont de grandes bactéries et qu'ils se développent dans les milieux où il n'y a pas d'oxygène avec présence abondante de sulfure. Et on a donné des exemples. Pourquoi ils ont besoin de sulfure? Parce qu'ils l'utilisent comme donneur d'électrons. Et lorsqu'ils vont l'utiliser, ils vont l'oxyder en quoi? Principalement en soufre. D'accord? Et ils peuvent même oxyder même le soufre en sulfate. Le soufre qui est issu de cette réaction, il va être emmagasiné à l'intérieur de la cellule, tout simplement. Et là, je vous donne les réactions correspondant à cela. C'est-à-dire,
la bactérie, la photosynthèse, grâce à la lumière et au pigment qui est la bactériochlorophylle, il va utiliser le H2S comme donneur d'électrons pour fixer, il peut fixer le CO2, il va donner de la matière organique et il y aura du soufre, ce que vous avez ici, hein, qui peut être stocké à l'intérieur de la cellule. La bactérie peut également, ce soufre, parce que le soufre, il est encore capable, sous cette forme-là, hein, de donner des électrons. Donc, il peut servir lui-même de donneur d'électrons, hein, pour continuer la fixation de CO2 et donner de la matière organique, tout simplement. Donc, et là, je vous ai montré les deux images montrant les bactéries pourpres sulfureuses avec les grains de soufre à l'intérieur qui sont stockés à l'intérieur de la cellule. Donc, là, on va voir la différence avec les pourpres non sulfureuses. Alors là, s'il vous plaît, faites attention. Donc, Madame, désolée, oui. mais on a notre séance et c'est l'heure maintenant. Ah oui, d'accord. C'est bon. Donc, c'est l'heure. Donc, on va arrêter et donc, on se voit. J'ai pas cours. Donc, le créneau du jeudi, c'est avec Madame. Madame, Oui. madame, s'il vous plaît, est-ce qu'on a demain une séance de TP, n'est-ce pas? Oui, c'est ce que je voulais vous dire. Oui, normalement, demain, le groupe 4. Alors, j'ai affiché et je vous ai envoyé un message Oui, madame. sur la plateforme. Ah, Et je d'accord, vous ai madame. montré le planning. D'accord, madame. et Ils vont tout. commencer J'ai tout cette mis. semaine. Ah oui, c'est pour cette semaine. Le vendredi et le mercredi après-midi, il y aura le groupe 4. Le jeudi matin, je pense, c'est le groupe 2, je pense. Après, il y a le vendredi toute la journée, groupe 1 et groupe 3. D'accord? Il y a 4 groupes. Donc, vous avez le mercredi après-midi, le jeudi matin et le vendredi toute la journée. Donc, vous consultez, s'il vous plaît, sur la plateforme. Vous avez le planning, vous avez le contenu. Je vous ai envoyé, je vous ai mis le polycopier. Il faut lire le polycopier avant la séance, s'il vous plaît. D'accord? Vous le Madame. lisez. Oui. Est-ce qu'il y a des